Mercredi 12 février 2025, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal dont voici les titres. Construction du stade départemental de type Omnisport de Parakou ainsi que la reconstruction du stade René Pleven de Cotonou. Ainsi en a décidé le gouvernement en sa session hebdomadaire du Conseil des ministres. D'autres décisions ont également meublé cette session. À suivre dans cette édition la quintessence des échanges issus du Conseil des ministres. Depuis l'avènement du régime Patrice Talon, un accent particulier est mis sur la présence de la gente féminine, notamment dans les instances et processus de décision. De la municipalité à l'Assemblée nationale en passant par le gouvernement, les femmes se font de plus en plus remarquer. Des efforts fournis par le gouvernement et qu'apprécie Yvette Alavo, directrice de l'ONG Icône 360 degrés. On en parle dans ce journal. La Fédération béninoise de football a initié plusieurs projets pour rehausser le niveau du football féminin au Bénin. Au nombre de ceux-ci figure la construction du centre de formation de football féminin de Lokossa. Vous suivrez dans un instant Marcelin Bokovet, membre du comité exécutif de la Fédération béninoise de football, qui lève un coin de voile sur l'évolution des travaux de ce projet. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Parakou sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. À nouveau bonsoir, merci de nous recevoir chez vous avec cette livraison de l'actualité. Les membres du gouvernement béninois ont sacrifié à la tradition, comme il est de coutume tous les mercredis, à la section hebdomadaire du Conseil des ministres. Tenue sous l'égide du chef de l'État Patrice Talon, chef du gouvernement et président de la République, d'importantes décisions ont été prises. Je vous invite à suivre dans cet élément la substance des échanges issus de ce Conseil des ministres avec le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Mbedji. Au chapitre des mesures normatives, il a été essentiellement procédé à la modification des décrets portant création, attribution et composition des comités de préfiguration de la cité-musée de Ouida, du musée d'art contemporain de Cotonou, du musée international du Vaudou, du musée des rois et des Amazones du Dahomey. Au chapitre des communications, un point à retenir: les missions de maîtrise d'œuvre complète et de contrôle technique d'infrastructures sportives. Il s'agit de la construction du stade départemental de type Omnisport de Parakou, ainsi que de la reconstruction du stade René Pleven de Cotonou. À la suite des 22 stades du même modèle construits dans nos communes, leur réalisation vise à renforcer la disponibilité d'infrastructures modernes et adaptées pour la pratique du sport, tant au niveau amateur que professionnel, par la population en général, les jeunes en particulier. Les ministres concernés par ces travaux prendront les mesures requises en vue de faciliter la mise en œuvre des deux projets. S'agissant des mesures individuelles, les nominations suivantes ont été prononcées. Au ministère des enseignements maternels et primaires, directeur de l'enseignement maternel, M. Chelon Pierre Hunkandji, directeur des écoles normales d'instituteurs comme ci-après. Alada, M. Blaise Gaou. Djougou, M. Augustin Gbadessi Monha. Kandi, M. Mamadou Shogoni Ogasaïdou.
au ministère du Numérique et de la Digitalisation, au terme du processus de sélection conduit par la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Directrice générale de la Société de radio et télévision du Bénin, SA, SRTB-SA, Madame Angela Akereburu Rabatel. Directeur général de l'Office national d'imprimerie et de presse, Monsieur Bertin Sowakoudé. Directrice de la télévision nationale, Madame Angela Akereburu Rabatel, cumulativement avec ses fonctions de directrice générale de la SRTB. Directrice de Bénin TV à l'AFIA, Madame Detonji Djemima Katraye. Directrice de Bénin TV Junior, Madame Inès Garoué Fassia. Directeur de Radio Bénin, Monsieur Gildas Serge Ayaka. Directeur de Radio Bénin à l'AFIA, Monsieur Urbain Sessou. Directrice de KIF FM, Madame Latouan Hermine Akpona. Directeur de Radio Parakou, Monsieur Ogushina Koundé. Directeur de publication du quotidien La Nation, Monsieur Paul Amoussou. Je l'annonce au sommaire de cette édition, la problématique du leadership féminin est caractérisée par une faible représentation des femmes dans les instances et processus de décision, tant en quantité qu'en qualité, et cela à tous les niveaux. Depuis l'avènement du régime du président Patrice Talon, on note une présence de la gente féminine à tous les niveaux, que ce soit dans les municipalités, à l'Assemblée nationale et au sein du gouvernement. Un effort qu'apprécie Yvette Alavo, directrice de l'ONG Icône 360 degrés, au micro de Quentin Amousso. En regard. Moi, je l'apprécie énormément parce que quand les femmes sont à des postes où elles peuvent donner leur avis sur le vote de loi ou bien la mise en place d'une stratégie les concernant, si elles sont au poste et à l'endroit qu'il faut, ce n'est qu'à féliciter. Et je félicite le régime actuel pour toutes ces avancées en matière de protection de la femme et de la jeune fille et en matière des droits. Je ne dirais pas que c'est suffisant. Je pense qu'il y a encore matière à creuser pour que vraiment on ait plus d'équité en la matière. Le Conseil mondial du panafricanisme COMOPA a réuni des acteurs de la pharmacopée et de la médecine traditionnelle pour s'enquérir du cadre juridique de l'exercice, de l'exécution de leurs fonctions. Le point dans ce reportage signé Francis Ola Farami. Explorer l'arsenal juridique en matière de l'exercice de la médecine traditionnelle et de la pharmacopée au Bénin afin d'impulser une nouvelle dynamique au secteur. C'est dans cette optique que le comité scientifique du Conseil mondial du panafricanisme a réuni des acteurs du domaine pour des réflexions. Les différentes têtes de pont des organisations des médecins de la médecine traditionnelle sont là et nous allons finir cette séance avec des propositions concrètes au gouvernement. Nous sommes venus pour nous imprégner du contenu des décrets. À ces assises, les participants ont passé en revue le décret numéro 2024-1307 du 6 novembre 2024 portant modalité d'installation et d'exploitation des centres d'exploration, diagnostic et thérapeutique. Le décret numéro 2024-1294 du 6 novembre 2024 portant conditions d'installation, d'ouverture et d'exploitation des industries de fabrication des produits de santé autres que le médicament, ainsi que le décret numéro 2024-1294 du 6 novembre 2024 portant conditions d'installation, d'ouverture et d'exploitation des industries de fabrication. Les trois décrets n'ont pas du tout fait allusion aux PMT, c'est-à-dire les praticiens de la médecine traditionnelle. Mais comme c'est une lecture par une équipe restreinte, j'ai proposé qu'on élargisse la réflexion au niveau de quelques personnes ressources. Au terme de ces assises, la Fédération des organisations de la médecine traditionnelle, les membres du COMOPA et les autres parties invitées prévoient déjà quelques actions. Nous allons mener des démarches envers le gouvernement, surtout l'autorité de régulation, afin qu'un nouveau décret soit vraiment introduit. Le bureau exécutif du COMOPA devait prendre des axes, pondre des documents à mettre à disposition de l'autorité
en charge de la médecine traditionnelle. Les acteurs de la médecine traditionnelle, les membres du COMOPA et les hommes de droit présents à cette rencontre espèrent des résultats positifs des différentes mesures. Et puis on parle santé à présent. Nombre de femmes se plaignent des effets secondaires de contraception hormonale. Les méthodes contraceptives hormonales comme la pilule représentent généralement plus d'avantages que de risques. Mais certaines personnes peuvent ressentir des effets secondaires négatifs sur l'humeur. Est-ce que la pilule peut jouer un rôle sur le moral? Quelles sont les conséquences des méthodes contraceptives? Élément de réponse avec le psychologue Dr Prince Rounou. Il s'exprime au micro de Nansirine Fatoumbi et de Francis Ola Farami. Effectivement, la pilule est un produit souvent que beaucoup de personnes prennent pour pouvoir jouer un rôle bien déterminé. Mais parfois, la prise de cette pilule parfois peut entraîner des modifications de l'humeur. Ce qui fait que la pilule, effectivement, peut soit, chez certaines femmes, aggraver les troubles de l'humeur ou abaisser les troubles de l'humeur. C'est-à-dire, chez certaines femmes, par exemple, qui sont sous des pilules, elles peuvent développer de la dépression, par exemple, ou peut-être abaisser encore cette humeur avec lesquelles on peut avoir un ralentissement ou bien une inhibition de l'humeur. Donc, effectivement, la pilule, en fonction de la femme, en fonction de quel type de pilule, peut effectivement agir sur le moral. Vu qu'il y a un effet qui agit sur le volet psychologique, nous osons en parler. Et parlant des conséquences, on peut trouver deux types de conséquences. La première conséquence, c'est les conséquences au niveau somatique. Quelles sont les conséquences que la pilule peut développer au niveau somatique? Déjà, on peut voir chez certaines personnes qui prennent la pilule une prise de poids. Vous allez voir certaines personnes qui ont une masse corporelle assez importante qui est liée à la pilule qu'ils prennent. On peut aussi voir des acnés. Ça permet à certaines personnes d'avoir des boutons sur le corps ou bien des acnés au visage. On peut constater effectivement ça. Ou aussi, en entendant certaines femmes qui sont sous pilule, il peut y avoir des métrorragies, c'est-à-dire le fait que la femme soit toujours en train de saigner. Si par exemple le saignement doit durer 2-3 jours, le saignement peut prolonger au-delà des 3 jours. Donc un trouble de l'appareil génital ou bien un trouble du cycle hormonal ou bien du cycle lié au menstrué. Donc voilà quelques conséquences sur le plan somatique qu'on peut avoir. Mais les conséquences aussi sont sur le plan psychologique. Et sur le plan psychologique, comme je l'ai dit à l'entame, on peut avoir par exemple les troubles de l'humeur. Il y a certaines pilules en fonction du dosage, mais en fonction aussi de la personnalité de la femme, peut entraîner des troubles de l'humeur. Et quand on parle de troubles de l'humeur, on peut avoir par exemple de l'irritabilité. On peut aussi avoir par exemple la nervosité chez certaines personnes, mais aussi de la dépression. Vous voyez, de la dépression, parce que les pilules parfois on contient des hormones. Et en fonction de cela, ça peut augmenter l'hormone si vous avez déjà une extra, d'accord, une hyper hormonalité dans votre corps, ça peut augmenter l'hormone et peut entraîner des troubles de l'humeur. Ou s'ils sont en baisse, ça peut aussi entraîner des troubles. Donc, en fonction de cela, on a deux conséquences, les conséquences somatiques et les conséquences psychologiques. Et puis on parle société à présent. Dans les règles non écrites de la séduction, on a longtemps attribué à l'homme le rôle de chasseur, laissant à la femme celui de l'attente, notamment en matière de drague. Mais les mentalités évoluent et de plus en plus de femmes osent prendre les devants. Alors la femme peut-elle draguer un homme sans complexe? Comment cette initiative est-elle perçue par la société? Une démarche audacieuse ou encore tabou? Élément de réponse avec quelques citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou qui ont répondu justement à ces différentes interrogations. Ici, au micro de Romaric Djessougoubénou. L'homme ne s'est pas levé pour aller chercher Ève, mais c'est Dieu qui l'a amené vers. Donc la femme qui va vers son homme pour le draguer aujourd'hui n'a rien fait de mal. C'est vice versa.
Bon, essayer à marcher, essayer de marcher, mais on tente d'abord. Il y a quelque chose que nous appelons aujourd'hui maintenant coup de foudre. Quand on se rencontre là, on dirait qu'on se connaissait depuis des siècles. Et l'amour vient spontanément comme ça. Mais au finish, ça n'aboutit à rien. Moi, je n'apprécie pas ça. Si une femme drague un homme là, ça dit elle perd sa dignité. Normalement, selon moi, c'est à l'homme de s'intéresser à la femme et puis ça va en paix. Mais si la femme prend devant, ça veut dire que le monde tourne à l'envers. Les femmes draguent plus les hommes parce que par leur habillement, elles sont en train de draguer. Par leur façon de faire, par leur compagnie, elles sont en train de draguer. Et de façon très sexy aujourd'hui. Et elles font tout pour draguer. Il y en a maintenant qui vont jusqu'à parler, jusqu'à envoyer des messages, jusqu'à envoyer des textos pour manifester leurs sentiments. Il y en a. On parle sport dans cette édition. La Fédération béninoise de football a initié plusieurs projets pour rehausser le niveau du football féminin au Bénin. Parmi ces projets, autant pour moi, figure la construction du centre de formation de football féminin de Lokossa. Au détour d'un entretien, Marcelin Bokovet, membre du comité exécutif de la Fédération béninoise de football et président de l'ASVO, a levé un coin de voile sur l'évolution des travaux de ce projet. Suivez un extrait de ses propos au micro de Aneldo. C'est un projet important pour la Fédération béninoise de football, important pour son président, important aussi pour le gouvernement du Bénin, parce que, vous savez, sur ce centre, la fédération et le gouvernement se sont donné la main pour contribuer au financement de ces infrastructures. C'est un chantier qui a été lancé il y a quelques mois. Les entreprises donc ont été sélectionnées. Les travaux ont démarré depuis environ 3 mois. Nous avons un délai global de 18 mois pour livrer les travaux, mais le président de la Fédération béninoise de football, Mathurin de Chacus, lors de notre dernière visite sur le chantier, a été on ne peut plus clair qu'il va falloir qu'on réduise ce délai, histoire de pouvoir livrer ce chantier, disons, dans les 6 à 8 prochains mois. Donc, c'est sur cette lancée que nous sommes et nous mettons le paquet pour que ce joyau qui est mis en chantier, que ça puisse être vraiment opérationnel, disons, avant la fin de l'année 2025. C'est un objectif et le gouvernement est pleinement engagé dans cet objectif, de même que la fédération. Et donc, comme je dis, on se donne la main pour que fin 2025, que ce centre soit véritablement fonctionnel. C'est un centre vraiment moderne pour les jeunes filles, destiné donc au football féminin, avec des dortoirs. De mémoire, je pense qu'on a jusqu'à près de 180 places, 180 lits pour les filles. On a prévu 3 stades dans ce centre, avec donc tous les bâtiments connexes qui vont avec, à savoir l'administration, les vestiaires, la bianderie et tout ce qui va avec un centre de ce niveau. En tout cas, ça va être une véritable chef-d'œuvre que la fédération
et le gouvernement sont en train de mettre sur pied à l'OCOSA. Et ce sera pour le bien du football béninois, du football féminin en particulier, où là aussi, nous sommes appelés à faire des résultats intéressants qui vont, disons, rendre fier le peuple béninois. Restons toujours avec Marcelin Bokovo qui a profité de cet entretien pour apporter un démenti formel au sujet de la rumeur sur l'ambiance qui prévaut au sein du comité exécutif de la Fédération béninoise de football. Suivons-le toujours au micro de Aneldo. J'apporte un démenti formel. Il n'y a aucun problème au sein du comité exécutif de la Fédération béninoise de football. Nous travaillons vraiment en famille, mais cela n'empêche que sur des sujets donnés, il y ait des discussions. Ça va de soi que chacun est libre de donner son point de vue sur des sujets précis, mais l'ambiance au sein de ce comité exécutif est vraiment une très, très bonne ambiance. Nous sommes très engagés à nous donner au maximum pour le développement du football béninois. L'ambiance de travail est très, très cordiale. Nous sommes presque des amis, tout le monde. Et ce que moi, je vis personnellement au sein de ce comité exécutif, c'est vraiment à l'opposé de ce qu'on avait habitude d'entendre il y a quelques années derrière où les réunions du comité exécutif étaient vraiment des réunions houleuses où il y avait beaucoup de friction, de frustration et tout. Non, au sein du comité exécutif d'aujourd'hui et depuis d'ailleurs le début, l'ambiance de travail est très, très sympathique, c'est très fair-play. Et aujourd'hui, comme hier, il n'y a vraiment aucun problème entre les membres du comité exécutif. Je pense que les rumeurs dont vous parlez remontent peut-être au sujet JSO qui a agité la toile, sur lequel, évidemment, on n'est pas obligé de faire l'unanimité. Il y a des positions peut-être antagonistes, mais que le président de Chacus a su manager de façon très, très professionnelle. Et vous avez vu comment le sujet a été dénoué. Il n'y a absolument aucune contradiction, aucun problème entre les membres du comité exécutif. Et puis hors de nos frontières au Mali, les enseignants-chercheurs sont en grève pour la 3e semaine consécutive. Le mouvement qui a débuté le 27 janvier dernier est très suivi dans la plupart des universités et grandes écoles du pays. Les enseignants-chercheurs maliens demandent l'application avec rappel de leurs primes de recherche promises depuis 2017 et jamais versées. Après une longue absence de réaction des autorités de transition, le dialogue a enfin été engagé, mais les syndicats maintiennent la pression. La mise en place d'une commission a été actée pour déterminer le montant et les modalités d'application de la prime de recherche, notamment le calendrier. Les syndicats, autant pour moi, ont demandé un compte-rendu formel de la rencontre qui se fait toujours attendre et certains se demandent s'il s'agit d'une stratégie gouvernementale pour que le mouvement s'essouffle. En attendant, les syndicats maintiennent la pression. La grève reste programmée jusqu'à samedi prochain. Du Mali, direction la Somalie, dans la région autonome autant pour moi somalienne du Puntland. Les forces de défense ont annoncé mardi 11 février avoir repoussé une attaque terroriste du groupe État islamique EI. Depuis une dizaine de jours, la région mène une importante opération antiterroriste. Très tôt dans la matinée, des affrontements ont eu lieu dans la région de Kharario, dans les montagnes Kalmizkad, autant pour moi. Une cellule du groupe État islamique s'est implantée il y a quelques années.
D'après International Crisis Group, ICG, elle est devenue aujourd'hui la plateforme logistique et financière des filiales africaines du groupe terroriste, notamment au Mozambique et en RDC. Le 1er février, les États-Unis ont mené une série de frappes de drones dans des montagnes suivies quelques jours plus tard par les Émirats arabes unis. À ses côtés, 13 autres cadres du groupe État islamique ont également péri selon l'opération américaine. Au sol, les forces armées du Puntland affirment progresser. Dans le cadre de ces opérations, la brigade antiterroriste du Puntland affirme également avoir neutralisé plus de 60 combattants de l'EI en 24 heures. Selon son porte-parole, le général Mohamedou Fadigo, ce bilan est le résultat d'opérations conjointes dans les airs et au sol. ICG estime que la cellule de l'EI au Puntland comprend environ 500 combattants. Et voilà qui met un terme à cette édition. Merci de votre attention. Merci de votre fidélité. Excellente soirée en compagnie de nos programmes sur EZE TV.